Elle est la présidente de la section ivoirienne de l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement. Elle est également membre du collège de supervision de la commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine. Mesdames et messieurs, c'est vraiment long, j'aurais pu m'appesantir sur son CV. C'est vous dire que c'est quelqu'un de poids, c'est une personnalité de poids donc que nous avons aujourd'hui. Et on peut l'applaudir pour cela. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Madame Kra Amenan Pélagie Tewa, épouse Ndri, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on a pour elle, pour la professeure. Merci encore, mesdames et messieurs. Merci. Nous avons la chance donc d'avoir une dame à la tête pleine. Merci encore pour ceux d'être venus. Vous utilisez ça ou vous déplacez? Je vais me déplacer. C'est bon. Merci beaucoup au maître de cérémonie. Je voudrais, avant de commencer la présentation, un peu comme peut-être pour sacrifier à une tradition, mais beaucoup plus parce que c'est vraiment important, je pense, de le faire. Madame la ministre, messieurs les représentants des institutions de la République, messieurs les représentants aussi des membres du gouvernement, mesdames et messieurs, professionnels de presse, et particulièrement monsieur le président de l'autorité nationale de la presse. Je vois également des étudiantes, des étudiants, mesdames et messieurs, tout protocole respecté en vos rangs, grades et qualités respectifs. L'honneur m'échoit ce matin de faire donc la présentation sur le thème qui a été proposé par l'ANP. Et le thème proposé, c'est le citoyen dans la société de l'information, quels apports et quelles contraintes. Je voudrais relever que je me suis vraiment très honorée de faire cette présentation pour au moins deux raisons. La première raison a été évoquée plus ou moins tout à l'heure par le président de l'Autorité nationale de la presse dans son adresse. C'est qu'entre l'université Alassane Ouattara à laquelle j'appartiens et l'Autorité nationale de la presse, il y a une convention. Donc, et donc, le fait de m'associer à cette activité est un moyen, je pense, de renforcer davantage le lien qui lie l'université à l'Autorité nationale de la presse. Et la seconde raison, c'est d'avoir porté le choix sur moi, qui suis une juriste, pour traiter un sujet qui d'emblée semble se loger dans le grand ensemble des sciences de l'information et de la communication. Mais au fond, en analysant, on se rend bien compte que la société de l'information, finalement, en son sein, elle pose un ensemble de questions qui sont pluridisciplinaires et transdisciplinaires. Ce qui veut dire qu'on peut en avoir une approche à la fois juridique, sociologique, anthropologique, et surtout que pour le thème qui nous est proposé, est mis en perspective une entité juridique très importante, le citoyen. Et donc je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle le choix aussi est porté sur ma personne. Et donc je me ferai fort donc d'avoir une approche, en respectant cette approche pluridisciplinaire ou transdisciplinaire que j'ai relevée, mais en mettant aussi un accent tout de même assez souligné sur les aspects juridiques qui, je pense, sont vraiment des aspects très importants. Et donc, cela dit, pour aborder donc la question proposée, le citoyen dans la société de l'information, une démarche. La démarche, je pense que j'ai peut-être un problème avec qui ne marche pas très bien. Bon. Est-ce que je peux avoir un soutien pour le curseur qui... Ok, donc s'il ne passe pas, dans tous les cas, il y a une démarche qui semble être imposée par le thème lui-même, très orientée par l'Autorité nationale de la presse. C'est certes de parler de le citoyen dans la société de l'information, mais les apports et les contraintes. La démarche
que je me propose de suivre, c'est une brève introduction qui va nous permettre de situer d'une certaine manière le contexte et parler justement de ces apports que l'ANP nous propose, donc sur lesquels l'ANP nous propose de réfléchir, et des contraintes justement aussi à la contribution des citoyens dans la société de l'information, et terminer par une brève conclusion. Slide, si... Ok, merci. Ça passe. Ok, merci bien. Donc, l'introduction, je le disais, pour situer d'une certaine manière le contexte, mais c'est vraiment que nous puissions nous accorder sur la compréhension qu'on pourrait avoir du terme. Donc, définition des éléments clés du sujet ou de la thématique qui est proposée. D'abord, la société de l'information, à quoi est-ce qu'elle renvoie? Il me semble que c'est vraiment un préalable pour nous. Je vois qu'il y a des étudiants, il y a des professionnels des médias qui certainement donc ont peut-être une idée. Mais le thème a une origine et il est dire que la première utilisation de ce thème, que je pourrais dire un concept, on comprendra pourquoi, est apparu au Japon dans les années 60, mais qui a été précédé tout de même par de réflexion essentiellement portée par un mathématicien, Norbert Wiener, dès 1948. Pour dire que déjà à partir de 1948, des idées ont commencé à germer qu'il y aurait une certaine société qui serait marquée par certaines particularités, l'information et bien plus. Et on vient. Cette formulation de départ, mais dans le milieu universitaire, on s'accorde plus ou moins à dire que celui qui, parmi les universitaires, en a fait une formulation plus aboutie, c'est-à-dire une sorte de théorisation très claire par ses écrits, c'est le sociologue Manuel Castells. Et c'est la raison pour laquelle nous allons partir pour notre compréhension de la société de l'information de la définition qu'il en donne. Et donc, pour lui, la société de l'information, c'est une forme particulière d'organisation sociale dans laquelle la création, le traitement et la transmission de l'information deviennent les sources premières de la production et du pouvoir. Donc, voici la définition que donne Manuel Castells et sur laquelle nous allons nous appuyer pour décortiquer plus ou moins les éléments qui nous permettront une compréhension de cette société. Mais déjà, il y a cette définition, mais je parlais tout à l'heure de concept parce que justement, il n'y a pas d'unanimité là-dessus. Donc, il s'est trouvé une partie des universités pour ne pas être d'accord déjà sur le thème. C'est vrai que nous choisissons aujourd'hui société de l'information, mais on pourra voir dans la littérature d'autres thèmes utilisés, entre autres village global, société câblée, société de la connaissance, société du savoir, mais tout cela pour ramener dans le fond à la même réalité. Donc déjà, il est important de savoir que sur la forme, il n'y a pas de... Mais il n'y a pas non plus d'unanimité aussi sur le contenu qu'on veut bien donner à cette société de l'information. Et donc pour certains, partir de la définition que cette société serait une société menée par l'information et la communication qui deviendront les fondements de la production et du pouvoir, cela apparaît comme contestable. Et donc notamment, on a un autre auteur, Nicolas Ganam. Mais il y a une évidence. On ne va pas rentrer dans les théories de l'information et de la communication parce que l'évidence aujourd'hui, c'est que tous, nous constatons que le concept s'est imposé dans les discours scientifiques, journalistiques et politiques, et que finalement tout le monde utilise l'expression société de l'information. Donc pour nous, cette évidence, elle justifie qu'on puisse justement s'approprier ce thème pour la réflexion. Autre évidence, c'est que tous aujourd'hui, nous sommes d'accord que la société est dominée par l'ordinateur portable. Si on demandait à chacun ici qui n'en a pas, c'est pas sûr qu'on puisse en trouver. Donc tous, on a des ordinateurs portables, on a des téléphones cellulaires, beaucoup plus le téléphone cellulaire, peut-être pas l'ordinateur. Le téléphone cellulaire, les satellites de télécommunication, des fibres optiques, le numérique, c'est une réalité. Aujourd'hui, on achète et on vend sur Internet. Donc ça, au-delà de tout ce qui peut être débat théorique, c'est une réalité. Et face à un autre élément d'évidence, c'est aussi que le concept, il sert aujourd'hui à désigner donc cette société qui en quelque sorte succède à ce qui était la société industrielle. Donc on se dit que par le passé, on avait une société industrielle. L'image, c'était peut-être Henry Ford, hein,
une société de technologie et l'image, ce serait certains concepteurs comme Bill Gates et autres. La conséquence immédiate, c'est qu'on a une transformation sociétale de l'information. Transformation dans les modes de production, transformation dans les modes d'organisation sociale, d'organisation du travail. Et aujourd'hui, on a atteint un autre niveau avec l'intelligence artificielle dans l'accès à l'information. Les évidences ont été, j'allais dire, formalisées à un plus haut niveau lorsque l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a même consacré le thème société de l'information et dédié un jour spécifique à la société de l'information qui est célébré tous les 17 mai pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur la question. Le thème est là. Et si nous prenons le cadre spécifique de la Côte d'Ivoire qui est engagée dans ce grand mouvement, nous avons aussi une loi d'orientation sur la société de l'information. Donc voici pour ce qui est de la société de l'information. Maintenant, le citoyen mis en perspective. Pourquoi? Donc, qui est le citoyen? Donc, nous allons partir d'approche très simple. C'est que d'un point de vue des sciences sociales de façon générale, on dit que le citoyen, c'est le membre de la communauté. Mais pas n'importe lequel. Le membre de la communauté politique qui jouit d'un ensemble de droits et de devoirs. Et parmi ces droits et devoirs, il y a la possibilité qu'il lui ait participé ou à travers ses représentants aux affaires publiques. Donc le citoyen, c'est celui à qui la société reconnaît des droits, des devoirs et donc la possibilité de participer à la vie publique et à qui aussi il incombe l'obligation de respecter un certain nombre de devoirs. Au niveau du droit constitutionnel, donc on rentre peut-être dans les catégories, c'est la même chose. Hein. Les éléments de base sont là. C'est l'individu à qui on a attribué des droits qui peuvent être politiques, économiques, socio-économiques, environnementaux. Si nous prenons la constitution ivoirienne, nous voyons tous ces droits fondamentaux qui sont reconnus à l'individu et qui vont lui permettre d'être considéré comme étant un citoyen. Cela peut paraître peut-être des éléments qui nous font regarder un peu peut-être le voisin, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord l'individu, le citoyen, c'est l'individu. Quelles que soient ses fonctions, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa race, l'individu seulement qui lui est reconnu des droits et l'obligation de respecter un certain nombre d'obligations. Et un élément très important qu'on peut tirer de cela, c'est que finalement l'individu, c'est celui qui fait la République. Et les citoyens, c'est ceux qui font la République. Et ça, je pense que c'est un élément très très important qui pourra nous aider. Donc si nous savons ce que c'est que la société de l'information et ce que c'est que l'individu, à quoi alors va nous ramener la mise en perspective du citoyen par rapport à la société de l'information? Et on se rend bien compte que si on évoque ici le citoyen pour la société de l'information, c'est parce qu'on veut susciter la réflexion sur le positionnement du citoyen par rapport à cette société, dans son organisation, dans son fonctionnement et éventuellement dans son évolution. Et les thèmes ont été bien ciblés. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Et l'intérêt de ce thème peut partir d'un certain nombre d'interrogations que nous tous nous posons. De plus en plus aujourd'hui, il y a beaucoup de questions sur le maniement de l'information par les professionnels des médias ou non. Donc par tout le monde. La manière dont l'information est manipulée à travers les différents réseaux des numériques. On voit également qu'il y a l'usage de divers réseaux d'information par les citoyens et qui se trouve au cœur des enjeux politiques. Un ensemble de législations au niveau politique, régional, sous-régional. Et donc, on voit bien qu'il y a un intérêt à réfléchir sur la contribution concrète que le citoyen peut apporter face à tous ces éléments. Donc, nos axes de réflexion sont très clairs. C'est que par rapport à la thématique qui est donnée, il y a une affirmation très claire qui peut être faite. C'est que l'apport, ou j'allais dire les apports du citoyen dans la société de l'information relèvent de l'évidence. Il y a seulement que les contraintes aussi pour garantir cet apport et aussi les impacts souhaités de cet apport sont aussi nombreuses. Donc autant il y a un apport du citoyen, autant il y a des contraintes et ce sont ces éléments que nous allons voir au cas par cas.
D'abord, les apports. Nous avons insisté tout à l'heure sur la perception ou la conception de la société de l'information. Et ce qu'on peut retenir de cette société de l'information, c'est qu'elle consacre une forme particulière d'organisation sociale dans laquelle la création, le traitement et la transmission de l'information sont les premières de productivité et de pouvoir. Et c'est dans le cadre de cette conception de la société de l'information qu'on peut percevoir le rôle du citoyen. Alors, sous la première partie de cette définition, on nous dit que la société de l'information, c'est une société de production. Eh bien, sous l'angle de cette production, il faut savoir que le citoyen dans la société de l'information contribue justement à la production des savoirs. Et c'est un élément important. Sous l'angle de la détention du pouvoir, nous l'avons vu tout à l'heure, le citoyen qui a des droits et qui a la capacité, ou en tout cas, il est attendu de lui de participer à la vie de la société. Et dans ce cadre-là, le citoyen contribue à la vitalisation du jeu démocratique par sa participation active dans la société de l'information. Donc, ce sont ces deux éléments qui vont nous permettre de démontrer les apports du citoyen. Donc, à présent, le premier apport, l'apport du citoyen à la Constitution et à la circulation responsable. Je pense que ce thème doit nous interpeller. La circulation responsable des savoirs. Qu'est-ce que nous entendons déjà par savoir? Je pense que c'est important de le dire. Ici, nous entendons par savoir toutes les dimensions des savoirs. La connaissance, on va dire savoir général, mais à l'intérieur, le savoir-faire, le savoir-être, qui sont donc ces trois grandes dimensions du savoir. Connaissance, savoir-faire, savoir-être. Et on nous dit que le citoyen aide à constituer ces connaissances, ces savoir-faire, ces savoir-être et à les faire circuler. D'abord, le premier élément qui marque cela, qui est très important, c'est la production des supports technologiques à la base de la société de l'information. Si nous parlons de société de l'information, c'est parce qu'il y a eu des concepteurs de logiciels, d'éléments technologiques qui ont permis de donner vie. Et ça, de façon historique, nous savons que lorsqu'on a commencé à parler de société de l'information, c'est à partir de la production qu'il y a pu avoir de la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'il y a eu des réalisations, des découvertes technologiques qui permettent de soutenir l'existence de la société de l'information. Mais au-delà de cela, la société de l'information étant, les logiciels étant, il y a l'idée de la production et du partage des connaissances, savoir-faire, savoir-être. Cette contribution indéniable du citoyen. Dans la société de l'information, le citoyen quitte le sceau de celui qui ne fait que consommer pour aller au-delà. Il consomme l'information, il consomme les savoir-faire, il consomme le savoir-être, mais plus intéressant, il est produit aussi. Il donne aussi de la connaissance. Et ici, il faut entendre le citoyen au sens large. Nous avons dit que c'est d'abord l'individu. Ça veut dire que cela inclut le professionnel des médias, pour être dans notre contexte, et celui qui n'est pas le professionnel des médias. On voit qu'aujourd'hui, l'utilisation de tous les réseaux numériques n'est pas uniquement l'apanage de ceux qui ont eu une formation pour. Chacun d'entre nous a la possibilité d'utiliser les différents réseaux pour partager la connaissance. Et cela entraîne l'enrichissement réciproque, qui est un élément très important. Nous pouvons être enrichis des connaissances qui ont été produites par un utilisateur qui se trouve sur un autre continent, et nous le retrouvons ici. De sorte que les différents réseaux des numériques constituent des moments ou des plateformes de croisement et de partage de l'information. Un autre avantage très important dans ce partage de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être, ce sont les nouveaux métiers et les nouvelles compétences qui sont développées. Et j'ai donné quelques exemples. On parle de start-up, on parle aussi de télémédecine, mais ce sont de nouvelles compétences qui ont été développées. Et donc, le citoyen, c'est celui qui va contribuer à partager ses connaissances et ses savoir-faire. Vous savez, aujourd'hui, faire quelque chose, vous avez la possibilité de le partager. Et un utilisateur très loin pourra alors voir que dans tel domaine, mais attention, il y a une compétence ici, je viens de la voir, et il peut se l'approprier. C'est un enrichissement indéniable, un décloisonnement de la connaissance, un décloisonnement des savoir-faire et des savoir-être.
Et j'ai ajouté de façon très, très orientée l'apport significatif d'une certaine catégorie de citoyens. Je parlais des recherches universitaires qui sont partagées. Aujourd'hui, il y a encore des domaines qui ne sont pas très, très maîtrisés, et ça, je le dis par rapport à notre réalité africaine, mais nous sommes d'accord que des recherches aujourd'hui universitaires africaines sur des questions comme l'intelligence artificielle, sur des questions comme la robotique nous intéressent à plus d'un titre. Et vous imaginez ce que cela apporte à la communauté s'il y a des partages des recherches universitaires qui sont effectués. Et donc, le citoyen est vraiment un artisan en matière donc de partage de connaissances. Et tout cela entraîne un autre point très important, la remise en cause de l'idée du monopole de savoir. C'est-à-dire que finalement, et j'ai mis juste en face, développement de l'estime de soi. Sort du fait qu'on n'est peut-être pas très approprié à donner de la connaissance ou à participer à quelque chose, mais il y a une sorte de développement de l'estime de soi, parce qu'il y a un décloisonnement du monopole du savoir. Et si je transporte cela dans le domaine académique aujourd'hui, l'enseignant, lorsqu'il se trouve en amphithéâtre devant des personnes, il n'a pas le monopole du savoir. Parce qu'en face de lui, il peut trouver des étudiants qui vont très vite aller sur les réseaux sociaux et découvrir peut-être des limites à tout ce qu'il est en train de dire. On dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je vois sur Internet autre chose. Bon, enfin. Donc, on voit bien que nul n'est désormais détenteur, tous ceux du savoir. Et enfin, un élément très important, c'est le renforcement des échanges et des solidarités dans la production des savoirs. Mais, et là c'est l'élément très important, puisque nous parlons de l'apport, et dans l'apport il y a l'idée de positivité, c'est que mais, dans cette production de savoir, de compétences, de savoir, il y a l'importance de l'éthique et du sens de la responsabilité, qui est un élément très, très important. Si nous nous adressons aux professionnels des médias ou à tout individu particulier qui va utiliser les différents réseaux donnés par le numérique, il ne faudrait jamais oublier cette idée de l'éthique et du sens de la responsabilité. Parce que la production des connaissances, c'est d'abord une production des subjectivités. On peut avoir des points de vue. Or, si nous parlons du citoyen qui apporte, il s'agit ici de donner un sens à la citoyenneté, ou en tout cas de donner à la citoyenneté son sens. Dans la définition que nous avons donnée tout à l'heure, le citoyen, c'est celui qui veut participer à la vie de la société. Il veut apporter positivité. Et donc, être un citoyen dans la société de l'information suppose être investi de ce sens de l'éthique et de la responsabilité. Et je mets cette phrase qui pour moi est importante. L'apport destructeur n'est pas un apport, mais c'est un déport de virus. Si vous faites un apport qui détruit, ce n'est pas un apport. Vous venez de déporter un virus pour désagréger le système, pour désagréger les mentalités, pour désagréger ce qui peut être toute sensibilité et autres. Donc, un élément très important, de sorte que dans la production des savoirs et le partage des compétences, partage et autres, il n'y a pas que la contribution quantitative, mais c'est encore plus la contribution qualitative. C'est beaucoup plus la qualité qui est recherchée. Et donc, ça, c'est vraiment le premier élément vraiment d'apport du citoyen en matière donc de production et de circulation des savoirs, qui peut être considéré comme étant un apport peut-être très général. Un autre élément très important de l'apport dans la société de l'information, c'est ce que j'ai appelé l'apport à la vitalisation du jeu démocratique. C'est un apport important du citoyen dans la société de l'information. Jamais les droits comme liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de communication n'ont trouvé une forme de terreau d'expression que dans la société de l'information, où tout le monde a vraiment accès. Or, nous savons que ces libertés fondamentales sont les bases du jeu démocratique. Donc aujourd'hui, nous voyons que les réseaux numériques sont vraiment le lieu de convergence des pensées sur les problèmes sociaux. À travers les réseaux numériques, la possibilité est donnée aux citoyens de donner des points de vue sur des problèmes sociaux
qui sont vraiment des points de vue importants. Il y a donc une ouverture des médias à des minorités aux capacités de contribution, c'est-à-dire que des personnes qu'on n'aurait pas vues d'emblée comme étant capables d'apporter quelque chose, eh bien, on se rend compte qu'elles ont la possibilité de donner des points de vue, de donner des positions. Donc, c'est une sorte de matérialisation du jeu démocratique inclusif. Et pourquoi nous le disons? Parce que toutes ces positions, tous ces points de vue donnés, dans une logique d'éthique et de responsabilité, finalement, sont des moyens importants d'information des pouvoirs publics sur la situation des citoyens. C'est un élément important. La démocratie, en réalité, elle se veut aussi prise en compte des besoins des administrés, des citoyens. Et pour les pouvoirs publics, connaître les besoins des citoyens, connaître leur position sur certaines questions, leur permet finalement de mieux adresser la prise de décision. J'insiste sur le fait, lorsque cela, bien sûr, est fait dans le respect de l'éthique et le sens de la responsabilité. Et j'ai ajouté le thème alerte parce que cela apparaît comme étant une sorte d'alerte. Et à tous les niveaux de citoyens. Un autre élément aussi de vitalisation du jeu démocratique, c'est l'enrichissement des mesures législatives et réglementaires. Le citoyen de la société de l'information a une capacité de contribution à la qualité des mesures législatives et à la qualité des mesures réglementaires. Et je pars de cette citation d'un grand constitutionnaliste qui dit que la capacité du citoyen à agir sur la formation de la loi, c'est un attribut de la souveraineté. Donc, bien exercé, le citoyen aide véritablement en cela. Donc, on va voir dans le détail ces éléments comment est-ce que cela se fait. Donc, cela passe par l'implication nécessaire de la société civile au sens large à l'élaboration des politiques et des législations sur la société de l'information. Nous parlons de la société de l'information, mais c'est une société qui est régie par des règles que les pouvoirs publics s'évertuent donc à établir. Et c'est là où le citoyen a un rôle important à jouer, par sa capacité aussi à s'insérer dans la réflexion sur les règles qui doivent régir la société de l'information elle-même, celle dont nous parlons. Et je parle de l'apport de la société civile, c'est la société civile au sens large. Société civile qui implique ce qu'on connaît, organisations non gouvernementales, donc formelles, mais aussi non. Ça peut être des organisations professionnelles, ça peut être des syndicats. Et bien entendu, pas besoin de citer les professionnels des médias eux-mêmes. Tous, par les positions données, peuvent aider à influencer la qualité des mesures législatives pour la société de l'information. Tout simplement parce que dans les citoyens, il y a une diversité de compétences et d'expertise qui sont à capitaliser. Et il y a également des actions à renforcer en dépit de la loi de la société de l'information, la loi d'orientation sur la société de l'information que j'ai relevée tout à l'heure. Donc, on attend du citoyen, justement, qu'il puisse avoir cet appui. Et bien entendu, ça dépend aussi de l'implication que les pouvoirs publics voudraient bien consacrer à cette société civile très large pour la consulter lorsqu'il s'agit alors de prendre des mesures pour réglementer la société de l'information. Un autre aspect très important dans l'implication de la société civile sur laquelle je voudrais qu'on puisse réfléchir, c'est l'implication des citoyens locaux. Si nous disons que le citoyen aide à revitaliser le jeu démocratique, c'est le citoyen dans son ensemble. Et le citoyen local est vraiment un pan important qui doit pouvoir être pris en compte. C'est vrai que lorsque nous prenons la loi d'orientation sur la société de l'information, il est dit que c'est l'État seul ou avec les collectivités territoriales qui va définir l'appropriation des médias, l'appropriation au niveau de la société de l'information, donc formation des ressources humaines, adaptation de l'organisation administrative, et ainsi de suite. Mais on se rend bien compte que généralement, les décisions ou les concertations sont parfois prises aussi au niveau central. Il y a des concertations qui sont faites, mais la grande question, c'est comment toucher véritablement ou impliquer toutes les collectivités locales, d'où l'importance d'une implication plus grande
du citoyen local. Donc, si nous résumons un peu ce premier pan concernant les apports, on se rend compte que c'est un apport vraiment très composite qui part de la génération de connaissances, du partage de compétences pour créer des solidarités et permettre aussi un appui, une contribution à la vitalité du jeu démocratique. Mais tout cela comporte, ou en tout cas est confronté à un certain nombre de contraintes. Et des contraintes très, très importantes qu'il est important de connaître. Mais déjà, qu'est-ce qu'on entend par la contrainte? La contrainte, si nous prenons un dictionnaire, c'est un terme qui est vraiment polysémique. On peut lui donner plusieurs sens, hein, une pression exercée sur une personne ou autre. Mais pour ce qui nous concerne et que nous allons analyser, ce sont les entraves et les menaces à la contribution du citoyen dans la société de l'information. Et nous allons les apprécier sous deux aspects. Ce sont les menaces, les entraves qui peuvent se présenter à la participation même du citoyen. Et le second cas, ce sont les menaces, les contraintes qui peuvent se présenter lorsque le citoyen est en train de participer, mais il y a d'autres contraintes aussi qui sont générées et qui se présentent. Nous commençons d'abord par les contraintes à la participation même du citoyen. Comment le citoyen parvient à prendre part? Il y a des éléments qui peuvent empêcher qu'il puisse prendre part. Et le premier élément ou la première contrainte, c'est la fracture numérique. On en parle souvent. La fracture numérique, c'est la disparité dans l'accès aux outils informatiques. Tout le monde n'a pas accès aux outils informatiques. Tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir donc les utiliser. Et ça, clairement, c'est une obstruction à la participation de tous les citoyens. Donc, c'est une véritable contrainte. Et elle constitue une limitation de la circulation des savoirs et qui vient creuser davantage les inégalités. Déjà, il y a une fracture. Si nous prenons ce qu'on considère les pays du Nord ou les pays du Sud, maintenant, entre nous aussi au Sud, il y a une fracture. Et si on prend au sein de notre pays aussi, nous allons voir que d'ici à Tengrela ou à Bondoukou et ainsi de suite, il y a aussi une fracture parce que tous sur le territoire, nous n'avons pas cette possibilité de pouvoir accéder à l'outil informatique. Plusieurs causes existent qui justifient le fait qu'il y ait cette fracture qui fait qu'on ne peut participer tous. C'est déjà le coût des outils et des équipements. Le coût des outils et des équipements, le coût des data, dont le coût pour avoir ce qu'on appelle généralement des unités Internet pour pouvoir donc aller faire des recherches. Si vous prenez deux étudiants ou deux personnes, selon que l'un a un ordinateur qui a une connexion Internet et que l'autre n'en a pas, ce n'est pas forcément le même accès qu'ils ont au savoir pour préparer, par exemple, un examen. Donc, les coûts des outils et des équipements informatiques constituent vraiment un élément de cette fracture numérique. Il y a également les limitations juridiques à l'accès aussi au numérique. En principe, si nous prenons le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, il y a les dispositions sont très favorables à vraiment un accès très ouvert au réseau des numériques. Mais si nous prenons en général dans le monde, dans le continent, selon les contextes parfois, si nous prenons surtout le cas africain, il y a des limitations qui sont faites à l'usage de l'outil informatique. Ça peut être des interdictions temporaires ou même très très prolongées pour pouvoir accéder à Internet. Un exemple peut-être, lorsqu'il y a des troubles sociopolitiques par exemple, il peut y avoir des suspensions de l'accès. Donc il peut y avoir des limitations juridiques à l'accès au réseau numérique. Un élément aussi cause de fracture, c'est la question de l'adaptation. L'adaptation administrative et socio-économique à l'évolution des modes de l'information et des savoirs. Il y a plusieurs types, ou on va dire plusieurs moyens, plusieurs réseaux numériques, et ce n'est pas toujours qu'on arrive à s'adapter justement à leur utilisation. Je peux toujours rester dans le cadre universitaire qui me concerne. De plus en plus avec le LMD, il est dit que l'enseignant doit pouvoir donc utiliser des TIC dans son enseignement, mais on voit bien qu'il y a parfois des résistances de notre côté, donc je nous critique nous-mêmes, voilà, de notre côté pour les utiliser pour plusieurs raisons. Donc tout cela, le fait de ne pas pouvoir s'adapter peut créer des
des fractures numériques et empêcher que le citoyen puisse jouer vraiment sa part pour ce qui concerne donc la société de l'information. Une autre contrainte très importante, c'est l'insuffisance d'éducation des citoyens aux médias et à la citoyenneté numérique. Deux aspects. Utiliser les réseaux du numérique, ça nécessite des compétences, des aptitudes. Déjà, dans un exemple très terre à terre, utiliser le réseau Internet suppose qu'on ait des connaissances, par exemple, en la matière. La manière dont on va véhiculer des informations sur le informatique suppose qu'on ait des aptitudes et des compétences. Et ces aptitudes et compétences d'emblée, on considère qu'elles sont déjà le fait, par exemple, des professionnels des médias. Mais tout le monde n'est pas professionnel des médias. Et même professionnel des médias ne maîtrise pas forcément les éléments du numérique. Donc, pour pouvoir jouer pleinement son rôle, le citoyen a besoin d'avoir les aptitudes nécessaires. Or, on se rend bien compte qu'il y a une insuffisance d'éducation déjà aux médias. Et l'autre élément, c'est l'éducation à la citoyenneté numérique. La citoyenneté numérique, elle suppose un maniement positif des technologies. Tous avons accès au numérique pour autant que nous avons l'outil. Mais comment nous véhiculons l'information? Qu'allons-nous y faire? Quelle est l'information que nous portons? Il est très nécessaire qu'on ait non seulement les aptitudes du numérique, mais qu'on puisse aussi avoir ce sens de la citoyenneté numérique. Donc les objectifs, c'est de nous donner la capacité d'utiliser pleinement tout ce que nous offre la société de l'information, mais aussi c'est assurer un usage sûr du numérique avec la capacité pour le citoyen de protéger ses droits, mais aussi de protéger le droit des autres. Aller sur le numérique, y mettre par exemple son image, mais ce qui est derrière qu'on ne voit pas souvent, c'est qu'on est en train d'ouvrir la porte à la violation, par exemple, de l'un de nos droits. Parmi nous, certainement, nous avons déjà vécu le fait de mettre son image et de retrouver son image utilisée par quelqu'un d'autre comme étant sa photo de profil. Mais c'est une violation de votre droit. C'est votre image. Et donc, il faut véritablement faire très attention à la manière dont nous utilisons les réseaux. Il faut pouvoir donc savoir exactement comment je défends mes droits, mais aussi comment respecter les droits des autres. Le droit de chacun s'arrête là où commence le droit de l'autre. Le droit arrête le droit. Et donc, ce n'est pas parce que on a le droit d'aller sur les réseaux sociaux qu'on peut alors se permettre de ne pas respecter les droits des autres. Et ces deux derniers objectifs en relation avec le deuxième pan des contraintes que nous allons voir tout à l'heure. Donc, si les contraintes pour accéder donc à la société de l'information sont levées, pendant que nous y sommes, il y a également d'autres contraintes. La contrainte, c'est la difficile maîtrise des flux d'informations. Beaucoup d'informations sur les réseaux, beaucoup d'informations de la société de l'information. Comment démêler la vraie information? De sorte qu'en réalité, il y a une difficile distinction entre l'information vraie, objective et sincère, et l'information mensongère et manipulatrice. On ne sait plus. Et la conséquence, c'est que ça crée une dilution de la qualité de l'information. Et ça pose en même temps la question de la capacité des utilisateurs des réseaux à avoir suffisamment d'esprit critique pour démêler. Or, généralement dans la pratique, dès qu'on reçoit une information sans mettre en œuvre l'esprit critique, on la partage systématiquement et en l'espace de 2 minutes ou même, j'allais dire quelques secondes, l'information a peut-être fait le tour de tout Abidjan. Et après, on se rend compte que l'information est fausse. Cela nous interpelle et c'est une contrainte. Et dans cette contrainte, il y a la difficile protection des mineurs contre les informations inappropriées. Tout circule. Comment on parvient à protéger ceux qu'on considère comme étant des catégories sensibles? Et des solutions ont été proposées pour parler de labellisation des sites, qui consiste à dire qu'on va donner des labels aux sites, de sorte que certains sites
considérés comme étant des sites sécurisés sur lesquels on peut penser pouvoir être sûr de trouver de bonnes informations. Mais c'est une solution entre autres, mais qui est très limitée parce que ça ne va pas empêcher non plus les sites non labellisés d'exister et ainsi de suite. Et concomitamment donc à cela, il y a la complexité de la protection des libertés fondamentales. Comme on ne peut pas démêler l'information, on ne sait pas exactement ce qui est fait, comment on protège les libertés? La liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de communication, ce ne sont pas des tickets pour le libertinage. Le libertinage, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de frein. La liberté d'expression est aussi encadrée. Et c'est pour cela que les solutions qui sont proposées et qui donnent des avancées notables, c'est l'encadrement juridique. Il y a donc des lois qui permettent donc de protéger les données, dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, protection des données personnelles, lutte contre la cybercriminalité, et ainsi de suite. Il y a également des structures mises en place pour... Nous avons l'ANP qui nous invite aujourd'hui pour essayer de contrôler un peu le respect vraiment des libertés fondamentales qui créent vraiment beaucoup de frustration et d'atteinte à la dignité humaine. Bon, le problème, c'est que ces solutions proposées comportent des limites. Les règles qui existent sont des avancées parce qu'elles donnent un support juridique pour pouvoir effectuer la protection. Mais nous sommes dans le domaine des technologies et on se rend bien compte que dans ce contexte-là, les règles sont bonnes, mais souvent, elles ont besoin d'être complétées aussi par la technologie. Lorsqu'on adopte un texte pour protéger la propriété intellectuelle, mais comment on fait pour freiner le développement de la technologie qui permet de trouver le moyen tout de même de ne pas respecter la propriété intellectuelle? De sorte que pour que ce soit effectif, les tests finalement ne suffisent pas. On a aussi besoin de la technologie pour appuyer. Et je pense que c'est ce qui explique qu'il y a des structures spécialisées pour lutter contre la cybercriminalité. Donc, mesdames et messieurs, je crois qu'il m'a été donné 30 minutes. Je pense n'en avoir pas débordé. Donc, très rapidement, que conclure alors par rapport à cette thématique qui nous... Cette thématique nous permet en réalité de poser un peu les bases des grandes questions qui pourront être débattues tout au long de la semaine de la presse. Et on voit bien qu'il y a un apport très important du citoyen qui peut aider véritablement à faire organiser et évoluer positivement la société de l'information, mais tout de même des contraintes qui exigent de chacun, gouvernement, professionnels des médias, non professionnels, le citoyen en général, un sens critique et une bonne connaissance des règles pour pouvoir donc procéder à un usage responsable de la société de l'information et donc des réseaux des numériques. Et nous pensons que c'est en empruntant une démarche inclusive qui implique les citoyens que les pouvoirs publics pourraient aider justement à relever tous ces différents défis. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci encore, professeur. Difficile de trouver quelque chose à dire à la suite d'une présentation aussi riche, qui puise dans un background sociopolitique, économique, général aussi aigu, pour exposer et traiter de la question du citoyen à l'heure de la société de l'information. Merci encore, professeur, mais votre prestation ne nous étonne pas. Nous avons pu le constater, votre professionnalisme, dans le cadre de la convention ANP